peu chaud. J'ai vécu un burn-out pendant mes études de droit, parce que moi je doutais énormément, hein. J'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle. Si dans le passé j'ai pu vivre cette expérience compliquée, ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de me relever et de croire en moi, tu vois. Lorsqu'on a énoncé mon prénom, j'arrivais pas à y croire, quoi. J'ai un petit peu bugué, j'étais là, c'est vrai. Et puis j'ai vu toute ma famille bondir de joie, mes copines, mes amis. Alors, c'est reparti, here we go again. J'aimerais vraiment aussi montrer que la perfection n'existe pas, que nos différences nous rendent riches. Ce message que j'aimerais lui faire passer, crois en toi, ma chérie. Un jour, tu y arriveras et tu te prouveras que tu en es capable. Hina ou Poko? Ça se lit Hina, le H se prononce, ou Poko. Donc ma mère n'aime pas trop qu'on m'appelle Hino, qui est le petit surnom qu'on me donne. Donc Hina signifie déesse et Upoko à la tête. En traduction, ça signifie à la tête des déesses, la déesse du coup des déesses, sinon, ou la grande déesse. Alors, je suis métisse, donc je suis franco-marquisienne. Ma mère est originaire des îles Marquises de l'île de Wappo et mon papa est français. Je suis née d'abord à Tahiti. J'ai ensuite grandi un petit peu sur du coup la Polynésie française, principalement du coup à Tahiti. J'ai grandi aussi un petit peu en Nouvelle-Calédonie, 2 ans. À mes 6 ans, on a quitté la Polynésie française pour vivre en métropole, en France. Donc j'ai grandi aussi dans le sud de la France durant 15 ans. Et ça va faire bientôt 2 ans là, que je suis revenue en Polynésie française. Je suis aussi issue d'une famille recomposée. Donc j'ai 5 demi-frères, 2 demi-sœurs, tous très différents les uns des autres. Très différents aussi de moi. J'ai des frères et sœurs du côté de mon père français et métis avec une autre origine, et des frères et sœurs du côté de ma mère qui sont 100% polynésiens. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance en termes d'ouverture d'esprit, ça m'a beaucoup appris. Est-ce que tu as une anecdote à ton sujet que tu n'as pas encore révélée? Alors j'ai plusieurs anecdotes que je n'ai pas révélées. Alors déjà, sur le côté musical, j'ai fait 11 ans de piano et 11 ans de batterie, et 5 ans de chant aussi. Petite, j'ai été donc très touche à tout. Mes parents m'ont ouvert les portes, m'ont ouvert plusieurs portes en fait. Et aussi une petite anecdote particulière que les gens ne savent pas de moi. Fut un temps aussi, je faisais du chant lyrique. Il t'en reste encore? Eh ben, pas forcément, non. Non. Les gens, ça les étonne un petit peu de potentiellement me voir chanter de l'opéra ou quoi. Aujourd'hui, non, je ne chante plus, donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est un fait qu'on ne sait pas de moi. Je ne veux pas qu'on me demande de chanter de l'opéra sur un plateau, quoi. Alors, malgré l'éloignement de la Polynésie française, j'ai quand même grandi avec déjà une éducation à la marquisienne. Hein. Ma maman est pure marquisienne, donc les chants marquisiens m'ont toujours accompagnée. Ma mère a toujours mis dans la cuisine, lorsqu'elle cuisinait, de la musique polynésienne. Donc j'ai quand même grandi dans une éducation double. C'est-à-dire que mon père avait une vision assez française de l'éducation. Ma mère avait une vision marquisienne qui est aussi très différente. Le lien que j'ai toujours eu avec les marquises, ça a été ma famille. Voilà, malgré tout, je n'ai jamais senti cette différence. Et honnêtement, même là, quand je suis retournée à Wappo, ce qui est beau de constater, c'est que mes cousins, cousines, même si je les retrouve, tu sens pas qu'on a vécu différemment. Tu sens toujours ce lien et comme si j'avais grandi là-bas, comme si j'avais grandi à leur côté. Donc j'ai toujours été très unie avec ma culture marquisienne. Quand je me suis lancée dans mes études de psychologie, tu apprends à comprendre l'homme. Tu comprends que du coup, l'adulte que tu es devenu résulte de tout ce que tu as vécu dans ton enfance, de tes traumas, etc. Et en fait, à travers mes études de psychologie, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de mon identité, donc l'identité polynésienne, que je ne maîtrisais pas. Voilà, et j'ai pris mon année sabbatique, j'ai osé rentrer du coup en Polynésie. J'avais pas d'amis, hein, vu que la plus grande partie de ma scolarité, je l'ai faite en France. Donc, je suis arrivée en Polynésie. J'ai fait 1 an
où j'ai cherché du coup à apprendre. J'ai rejoint du coup une troupe de danse marquisienne. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, mais voilà, j'ai pu apprendre aux côtés des Marquisiens. J'ai pu me rendre compte de la beauté et de la richesse de ma culture marquisienne, l'authenticité aussi qu'elle émane. Et c'est là que je me suis rendu compte de la fierté que j'avais d'appartenir au peuple polynésien. Et aujourd'hui, je suis carrément heureuse d'avoir fait ce choix, d'être rentrée, d'avoir renoué et de continuer à renouer avec ma culture polynésienne. On t'a vu dernièrement rentrer aux Marquises, accueillie comme une reine, faire le Mavemai, j'ai vu dans les stories. Alors déjà pour le Mavemai, il faut savoir, c'était la première fois que j'osais le faire vraiment. C'est-à-dire que le Mavemai, je l'ai appris rapidement, très rapidement, lorsque j'avais intégré une troupe de danse marquisienne à mon retour en Polynésie. Mais j'avais jamais osé le faire, sauf que je m'étais entraînée pour ma troupe de danse, pour des spectacles. Et je ne sais pas comment expliquer ce jour-là. Il y avait le rythme du parou, donc un oncle à moi qui faisait le rythme. Et je sais pas, j'ai voulu me lancer, me dire, t'as rien à perdre, t'es aux Marquises, on est là pour se ressourcer, donc ose faire ce Mavemai qui est justement un symbole de la culture marquisienne. Et j'ai fait. Alors, c'était un peu inné avec l'accompagnement des gestes. Je m'attendais pas forcément à vraiment bien le faire. J'ai juste osé. J'apprends de ma culture maternelle. Parce que j'ai quand même grandi 15 ans en métropole et j'ai fait ce choix justement de rentrer en Polynésie pour réapprendre de ma culture maternelle, que ce soit la culture tahitienne, marquisienne, et en même temps me montrer à moi-même que voilà, j'ai ma double identité franco-marquisienne et que je n'ai pas de honte à avoir d'avoir grandi 15 ans loin de mes racines. C'est pas les années qui t'empêchent de renouer avec ta culture. Tu peux toujours apprendre et continuer à apprendre de celle-ci. Donc, j'apprends ma langue maternelle petit à petit. J'apprends la danse de l'oiseau. J'apprends le Mavemai. J'apprends justement à découvrir aussi l'histoire riche de ma culture. Kauhanui, Tehenua Enana. Qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter à Miss Tahiti? Depuis petite, déjà, ma famille m'avait encouragée très tôt à faire ce concours. Au fur et à mesure du temps, on me l'a répété. C'était une étiquette qu'on me collait. Alors, au lycée, on m'appelait Miss Tahiti. Dès qu'on savait que je venais de Tahiti, Miss France, les gens avaient du mal à retenir mon prénom. Oui. Et parce que moi, je doutais énormément. J'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle. Et en même temps, je me disais, mais attends, je ne me prends pas pour n'importe qui pour prétendre à la couronne, tu vois. Enfin, pour un jour me lancer dans cette aventure parce que je n'avais pas forcément une très bonne estime de moi. Et cette volonté de me lancer dans ce concours, c'était de dépasser cette peur, dépasser ma peur du regard des autres et de me dire, est-ce que moi aussi j'en suis capable de me le prouver à moi-même? Déjà, juste l'expérience, d'oser tenter l'expérience, peu importe la finalité. J'avais vraiment cette volonté de me dire, tu es capable d'oser affronter cette peur, celle du regard des gens, celle de ce manque de confiance en soi, d'oser te montrer face aux gens et de t'assumer pleinement. Et c'est comme ça que j'ai décidé de franchir le cap en étant accompagnée de mon entourage qui osait, qui me poussait à atteindre cet objectif. J'ai ressenti un cocktail d'émotions de me dire, ça y est, j'ai vraiment... Enfin, déjà la fin. J'ai vu sur le podium, comment tu étais, tu pensais pas. Ouais, non. En fait, j'étais déjà fière d'avoir fait tout le cheminement jusqu'à la question des finalistes. J'étais déjà contente. Je me disais, ok, t'as osé, t'es montée sur scène, t'as pris la parole devant tout le monde, t'as osé répondre aux questions, les questions redoutables des 4 finalistes. Et lorsqu'on a énoncé mon prénom,
j'arrivais pas à y croire, quoi. J'ai un petit peu bugué, j'étais là, c'est vrai. Et puis j'ai vu toute ma famille bondir de joie, mes copines, mes amis. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser. Donc il m'a fallu encore un petit laps de temps dans les jours qui suivent de me dire, c'est vrai, j'ai osé réaliser quelque chose que je n'aurais jamais cru être possible dans le passé. Je me suis prouvé du coup que je pouvais être capable de réaliser de grands objectifs comme celui-ci. Le rythme Miss s'est enchaîné, j'ai été accompagnée, entourée. Ça te fait grandir très vite. Alors déjà, il y a la préparation candidate qui te fait grandir, prendre un coup de maturité parce que ça te demande une organisation. Tu découvres aussi le monde, tu te découvres aussi parce que c'est une vraie expérience de vie et en même temps une expérience humaine. Tu rencontres tellement de personnes qui vont t'apprendre la richesse et la diversité de ta culture, parce qu'à ton tour, après, il va falloir que tu la représentes en tant qu'ambassadrice. Tu prends conscience aussi de la responsabilité du rôle que tu vas avoir. C'est pas juste une couronne, c'est pas juste un concours de beauté. Ça va bien au-delà de tout ça, parce que du coup, tu vas être une vitrine de valeurs. Tu vas représenter tout un peuple. Tu es l'ambassadrice, donc tu ne te représentes plus seule. Alors oui, je suis Hina Opoko, Miss Tahiti, mais Miss Tahiti de toute la Polynésie. Donc, il y a aussi tous ces enjeux-là qui commencent à être pris en compte. En même temps aussi, au fur et à mesure du temps, tu apprends à parler. Voilà, les premières interviews n'étaient pas forcément les meilleures du tout. Avec le temps, j'ai appris à me détendre, j'ai appris à mieux formuler mes phrases, j'ai appris à gérer mon stress, j'ai appris à marcher, j'ai appris aussi à poser en souriant, parce que c'était pas forcément quelque chose d'évident, non. J'ai appris aussi à m'accepter telle que j'étais. Parce que du coup, moi qui avais cette grande peur du regard des gens, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que tu ne peux pas pleurer à tout le monde et puis que c'est comme ça en fait. Donc ouais, c'est une vraie expérience de vie qui te fait grandir d'un coup. Puis par derrière aussi, du coup, tu as la suite avec, en tant que Miss, donc l'aventure Miss avec les 4 lauréates. Ça devient une sororité aussi. Alors nous, notre expérience a été vraiment très belle entre toutes les candidates. On était toutes soudées. On avait des profils complètement différents. Et même là, avec mon quatuor, je trouve qu'on représente bien la diversité culturelle que représente aujourd'hui la Polynésie française. On est toutes en fait une image du métissage d'aujourd'hui qu'on retrouve. Donc voilà, ces liens qui se lient petit à petit, parce qu'au début, on est candidates les unes face aux autres. Après, du coup, le quatuor sort. Moi, j'ai passé encore plus de temps avec mes 4 autres lauréates. Du coup aussi, petit à petit, on apprend à se connaître. C'est pour ça que pour moi, la plus belle chose que je puisse retenir de cette expérience, c'est l'expérience humaine. Toutes les belles rencontres que j'ai pu faire, tout ce que j'ai appris, c'est une victoire collective. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose de collectif. Si je suis arrivée ici, c'était pas seulement de ma volonté, c'est parce que j'ai été entourée, bien entourée. Je suis Miss Tahiti et que je veux représenter la Polynésie française au Miss France. C'est grâce à tout le peuple polynésien qui m'a énormément inspirée, motivée et qui encore aujourd'hui me soutient pour la suite de l'aventure. Tu voulais défendre la santé mentale. Alors, ce qui m'a permis justement d'amener ce sujet, ça a été mon expérience personnelle. Voilà. J'ai vécu un burn-out pendant mes études de droit que je réalisais en France. Donc, ça a été une période assez compliquée où, du coup, après, j'ai consulté une psychologue qui m'a permis justement de me donner les outils pour aller mieux. Après, je me suis orientée en psychologie. Et en fait, je me suis rendu compte, à travers mes études de psychologie, que je découvrais des outils qui, en fait, au final, ne devraient pas être découverts à travers une filière que tu choisis d'apprendre. Ça devrait être des outils qui devraient être à disposition de chacun, c'est-à-dire comprendre l'autre sans forcément juger, sans forcément stigmatiser. C'est quelque chose qui devrait faire partie de l'éducation. Donc, moi, j'ai voulu parler de ce sujet parce que je l'ai vécu. Et au début, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'annoncer mon burn-out, par peur, moi aussi, d'être jugée, par peur de montrer mes failles. En fait, je me suis dit, bah non, justement, si tu veux décomplexifier ce sujet, si tu veux enlever ce tabou, il faut que tu racontes ton histoire, il faut que tu montres que toi aussi, tu as pu passer. Enfin, moi, du coup, je suis passée par cette
période assez sombre où, à un moment donné, je ne pensais pas que j'allais réussir à revoir le bout du tunnel, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à me relever et à travers mon expérience, je voulais montrer que même si dans le passé, j'ai pu vivre cette expérience compliquée, ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de me relever, de continuer à me lancer dans un projet grand et de croire en moi, tu vois. C'est un peu un message d'espoir, en fait, d'oser parler de ma faille, oser parler de ce moment compliqué, donner espoir à ces personnes qui, elles, passent par ce moment compliqué-là. Parce que moi, dans ma période compliquée, je m'identifiais à personne. Je ne voyais pas de personne qui osait parler de ça. Donc, je cherchais en fait une aide quelque part. Je cherchais à comprendre et à m'assimiler à quelqu'un d'autre. Mais du coup, personne n'osait en parler. Comme j'ai dit, on est toujours dans cette conservation de l'image. Et au final, ça se reflète à travers la structure des réseaux sociaux. Tout ce que tu véhicules sur les réseaux sociaux ne représente pas forcément ce que tu vis dans la vraie vie, tu vois. Et au final, on incarne ce modèle-là de garder l'image parfaite, ne pas montrer ses failles par peur peut-être du regard des gens, du jugement, par peur de se sentir incompris. Comment te sens-tu à quelques semaines du grand départ pour Miss France? Alors écoute, j'ai hâte déjà de rencontrer toutes mes sœurs d'aventure parce que j'ai vu tous les profils un petit peu en globalité. Elles sont toutes magnifiques. Elles représentent toutes très bien leur région, donc j'ai hâte de pouvoir apprendre à les connaître, à pouvoir partager avec elles aussi, que chacune m'apporte un petit peu sa petite histoire sur sa région. Et puis en même temps, écoute, ma préparation se passe encore, donc j'ai eu une préparation, un coaching sur mon éloquence, sur le catwalk, sur ma gestion du stress aussi. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est un coaching, mais voilà. J'ai eu les personnes autour de moi qui m'ont donné des conseils. Le comité Miss Tahiti m'a accompagnée du début jusqu'à la fin de la fin de la fin. Voilà. Oui. Ils ont mis en place du coup plusieurs choses pour moi, plusieurs coachings. Donc j'ai pu travailler du coup sur mon catwalk, sur mon éloquence, sur ma voix, sur ma gestion du stress, sur les doutes que je pouvais avoir. Et aujourd'hui, je me sens prête. Je me sens prête à représenter la Polynésie. J'ai aussi eu des coachings sportifs. Et là, c'est encore intense jusqu'au jour J. Et on verra bien ce qu'il adviendra. Mais je serais encore plus fière de passer sur scène à Miss France devant des millions de téléspectateurs. Tu vois, c'est encore un autre niveau que je ne me suis pas encore imaginé, tu vois. Enfin, que j'ai commencé à m'imaginer, du coup. Oui. J'ai hâte de passer ce cap et de me retrouver sur la scène de Miss France pour représenter toute la Polynésie française. Je pose cette question, elle est importante pour nous deux, pour nous tous. Si tu ne gagnes pas, qu'est-ce que tu garderais de cette aventure? Si je ne gagne pas, déjà mon titre de Miss Tahiti. Alors, j'en suis déjà très très fière. Le titre Miss France, étant franco-marquisienne, c'est un moyen pour moi aussi de me dire j'ai eu le titre de Miss Tahiti du côté maman. J'aimerais avoir le titre de Miss France du côté papa, qui symbolise du coup ma double identité franco-marquisienne. Après, malgré tout, je suis déjà très fière d'avoir réussi à atteindre l'objectif Miss Tahiti. Déjà une grande fierté pour moi de représenter et d'être ambassadrice de la Polynésie. Donc je reviendrai déjà avec une expérience, c'est une expérience déjà inoubliable, Miss Tahiti, dans le sens où j'ai grandi, j'ai appris de ma culture, j'ai appris des autres, j'ai rencontré tellement de personnes, ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a permis moi aussi d'apprendre à mieux me connaître, à évoluer dans mes compétences, dans différents domaines, donc peu importe la finalité de ce concours Miss France, je suis déjà très fière de mon parcours. Et comme j'ai dit, c'était vraiment ce besoin de me dépasser. C'est-à-dire que là, Miss France, c'est encore un autre step. Donc, tu continues à te surpasser, mais tu sais pas jusqu'où ça va, en fait. Alors, après Miss France, j'espère du coup continuer à pouvoir agir pour la cause de la santé mentale, à sensibiliser du coup la jeunesse, c'est-à-dire que bon, je m'arrête pas juste à cette expérience de Miss. J'aimerais vraiment pouvoir avoir un impact au sein de l'éducation pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, voilà, avec l'essor des réseaux sociaux, c'est les plus jeunes qu'il faut sensibiliser à ça. Et puis je pense qu'avec l'évolution de la société,
Il faut vraiment donner les outils plus tôt. Donc j'aimerais du coup continuer à aider les associations. J'aimerais reprendre du coup mes études de psychologie pour potentiellement du coup mettre mes connaissances en faveur de la santé mentale. Une année déjà de psychologie m'a beaucoup enrichie et je me suis jamais fermé les portes sur continuer mes études post-Miss. Donc pourquoi pas aussi travailler auprès d'associations, travailler dans ce milieu-là aussi, celui de la psychologie. J'aimerais vraiment aussi montrer que la perfection n'existe pas, que nos différences nous rendent riches, voilà, que ce n'est pas une honte de ne pas être dans une case précise, de ne pas rentrer dans les normes, et qu'il ne faut pas forcément se fier aux apparences. Et pouvoir aussi à mon tour montrer que voilà, peut-être que je suis Miss, mais je suis humaine et je ne suis pas parfaite. Et je ne veux pas incarner cette perfection parce que personne n'est parfait. Alors, si tu pouvais parler à la petite Ina Opoku, que lui dirais-tu aujourd'hui? Si je devais parler à la petite Ina Opoku, déjà, je lui dirais de ne jamais renoncer, de ne jamais laisser tomber, de croire en elle-même, de ne pas avoir peur de tomber ou de chuter, parce qu'on peut toujours se relever et de toujours se donner la force de continuer et de croire en ses rêves aussi, de croire en soi. Je pense que c'est vraiment ce message que j'aimerais lui faire passer. Crois en toi, ma chérie. Un jour, tu y arriveras et tu te prouveras que tu en es capable.